Pour cette deuxième partie sur les porte-avions, nous allons voir que l'on peut classer 3 types de porte-avions selon leur configuration de décollage et d'atterrissage. Et nous verrons aussi un peu l'histoire de la façon dont ces incroyables superstructures ont commencé à se développer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Marcos et voici Monde de l'aviation. Au moment où je fais cette vidéo, en avril 2020, il existe dans le monde 22 porte-avions opérationnels. La moitié, soit 11 précisément, sont américains. Ces navires de guerre, parmi les plus grands existants, nécessitent une construction longue, complexe et très coûteuse pour leur marine, s'étalant sur plusieurs années. La tendance est de construire des porte-avions plus longs, larges et lourds pour transporter et opérer plus d'appareils. Davantage d'avions plus rapidement et moins d'équipage grâce à l'automatisation et aux nouvelles technologies. Il existe 3 principaux types de configuration pour un porte-avions en service, selon la manière dont l'avion décolle et atterrit. Décollage par catapulte et récupération par brin d'arrêt. En anglais, ce sont des porte-avions où l'on utilise une catapulte pour accélérer les avions conventionnels jusqu'à une vitesse de vol sûre afin de les lancer vers l'extrémité de la piste, ce qui leur donne leur vitesse initiale pour obtenir leur propre portance. Pour l'atterrissage, on utilise des câbles d'arrêt ou d'appontage, et les avions sont équipés de crochets d'arrêt. J'ai déjà expliqué tout cela dans la première vidéo sur les porte-avions. Je mets les liens ci-dessous et en haut dans les cartes au cas où vous auriez manqué la vidéo. Ce porte-avions transporte généralement les avions les plus grands, lourds et armés de la flotte, comparé aux autres de sa catégorie. Bien que les catapultes Assisted Takeoff but Arrested Recovery, plus petits, puissent avoir d'autres limitations, comme la capacité de poids des ascenseurs par exemple, seules 2 nations utilisent ce type de porte-avions, la France avec le Charles de Gaulle et les États-Unis. Avec les 10 Nimitz ou les nouveaux Ford, qui les remplacera? D'autres nations ayant récemment possédé ce type de porte-avions incluant le Brésil, avec le São Paulo, retiré en 2013, et le Minas Gerais, en service jusqu'en 2001. L'Argentine a utilisé l'Armada de la República Argentina 25 de Mayo, retiré du service en 1999. Ces porte-avions sud-américains embarquèrent des avions comme les A4 Skyhawk, bien plus légers que ceux utilisés aujourd'hui par les États-Unis ou la France. Sur les porte-avions Short Takeoff but Arrested Recovery, à décollage court et récupération par arrêt selon le sigle anglais. L'avion décolle par sa propre puissance ou grâce à une rampe de lancement sans catapulte. Sur la plateforme, l'avion reste à l'arrêt avant le décollage, par de petits dispositifs de retenue sur les roues du train d'atterrissage principal qui se soulèvent depuis le pont grâce à un mécanisme hydraulique. Quelques secondes avant le décollage, le pilote met les moteurs à pleine puissance. Ensuite, les dispositifs de retenue des roues s'abaissent rapidement grâce à un vérin à air comprimé permettant à l'avion de quitter la rampe avec toute l'énergie disponible. L'atterrissage se déroule comme pour les catobars. L'avion est récupéré sur le porte-avions grâce à des câbles d'arrêt. Ce porte-avions transporte généralement des avions plus légers avec plus de restrictions de charge. Les avions capables de voler sur ce type de porte-avions sont, par exemple, les Sukhoi Su-33 et les Mikoyan MiG-29K, la version navale de cet appareil. Le seul porte-avions opérationnel de ce type est le russe Amiral Kuznetsov. Plus tard dans la vidéo, nous découvrirons des particularités de ce porte-avions, très différents de la classe Nimitz présentée précédemment. Dans la marine indienne, le Vikramaditya est une modification de la classe Kiev des porte-avions russes.
ceux de la Chine, le Liaoning et le nouveau Shandong. Le Liaoning, deuxième porte-avions de classe Kuznetsov, fabriqué en Ukraine, a été vendu à la Chine après la dissolution de l'Union soviétique. Le Shandong a été entièrement construit en Chine, selon le modèle précédent évoqué. Les porte-avions à décollage court et atterrissage vertical ne peuvent embarquer que des aéronefs capables d'atterrir verticalement, comme le Hacker Siddeley Harrier et le Yakovlev 38, et des avions un peu plus modernes, comme le Harrier 2 et les derniers F-35 version B. Ce sont des avions avec des charges très limitées, des caractéristiques inférieures et une consommation de carburant élevée par rapport aux avions conventionnels à voilure fixe. Les pays qui possèdent ce type de porte-avions sont l'Espagne, avec le Juan Carlos Ier, et auparavant elle avait le Principe de Asturias, retiré du service en 2013. L'Italie possède le Cabourg. Le Royaume-Uni, le Queen Elizabeth. Et les États-Unis possèdent 9 navires d'assaut amphibies capables de mener des opérations Short Takeoff and Vertical Landing. La Thaïlande en a un, le Chakrinaruevet, mais il n'a pas de capacité Short Takeoff and Vertical Landing. Actuellement, il fonctionne comme un porte-hélicoptère. Et puisque nous les avons mentionnés, nous considérons ces porte-hélicoptères comme un quatrième type. Ceux-ci sont exploités par plusieurs pays. Nous pouvons en nommer quelques-uns, par exemple le United States Ship America, le premier des 4 de la classe America des États-Unis. Les navires de la classe Hyuga et de la classe Izumo du Japon. Les porte-hélicoptères servaient de navires de guerre anti-sous-marins et d'assaut amphibies. Bien que tous les porte-avions actuels puissent opérer comme porte-hélicoptères, seuls sont considérés comme tels ceux qui sont spécifiquement capables de faire atterrir des hélicoptères et qui, par conséquent, ne disposent pas d'installation pour l'atterrissage et le décollage d'avions, sauf pour ceux à décollage et atterrissage vertical, comme les F-35B. Ici, je vous présente les différences de taille entre les principaux porte-avions opérationnels du monde ou qui l'ont été jusqu'à il y a quelques années. À part les États-Unis, la Chine, l'Italie, la France, l'Espagne, la Russie, l'Inde et le Royaume-Uni, les pays qui ont historiquement possédé des porte-avions étaient l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Japon, les Pays-Bas et la Thaïlande. Les premiers essais de lancement d'un avion depuis le pont d'un navire spécialement préparé à cet effet ont eu lieu en 1910 depuis l'United States Ship Birmingham. C'était un croiseur d'escorte doté d'une petite piste à l'avant suffisante pour le décollage et l'atterrissage d'un avion primitif de l'époque. La marine japonaise a mené la première attaque aérienne depuis un navire. Un seul avion lancé depuis ce navire a attaqué dans la baie de Tsengato, un croiseur de la marine austro-hongroise. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions se sont développés progressivement, mais sans être utilisés dans aucun autre conflit. On considérait encore que le roi des mers était le cuirassé.
Les porte-avions sont devenus indispensables lors des combats dans le Pacifique, à cause des vastes distances dépassant la portée des avions de l'époque. Les porte-avions ont été si importants lors des affrontements dans le Pacifique que les différentes marines les considéraient comme une cible principale. Ils ont mené leur bataille pour protéger leurs porte-avions et couler ceux de l'ennemi. C'est également à cette époque que surgissent les premiers avions dont la conception est adaptée aux porte-avions ou qui possèdent une variante spécialement conçue pour être embarqués. Seuls des porte-avions ont été coulés pendant la Seconde Guerre mondiale, pas dans les années récentes d'après-guerre. Après la Grande Guerre, les porte-avions ont continué à augmenter en taille et en importance. Les super porte-avions actuels sont capables de déplacer plus de 75 000 tonnes. La classe Nimitz de porte-avions des États-Unis a un déplacement environ 4 fois supérieur à celui des porte-avions de la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, les navires de plus de 75 000 tonnes ont commencé à être appelés super porte-avions. Et le premier d'entre eux fut de la classe Forrestal de 1955 qui a établi la norme pour ceux qui allaient suivre. Regardez le grand nombre qu'ils ont ici, où l'on peut voir le nombre de porte-avions que ce pays a eu historiquement. Aux 4 de la classe Forrestal s'ajoutent 4 autres de la classe Kitty Hawk, un unique de la classe Enterprise et Dix de la classe Nimitz. Faute de puissance de feu comparée aux croiseurs ou destroyers, les porte-avions sont jugés vulnérables aux attaques de navires, avions, sous-marins ou missiles. C'est pourquoi les porte-avions sont généralement accompagnés d'un grand nombre d'autres navires pour leur fournir une protection, des approvisionnements et des capacités offensives supplémentaires. Cet ensemble est appelé groupe de combat de porte-avions. D'autres possèdent aussi des lance-missiles et une défense antimissile, comme l'amiral Kuznetsov. Bien que ce porte-avions déplace 40 000 tonnes de moins que ceux de la classe Nimitz, il n'a que 33 mètres de moins en longueur et environ 300 mètres de longueur de pont. Il dispose de 4 câbles d'arrêt dissimulés dans le pont pour ralentir les avions à l'atterrissage. C'est aussi pour que les avions puissent décoller en utilisant pratiquement toute la piste lorsque ceux-ci sont cachés. Il dispose de 3 plateformes de lancement pour le décollage sans catapulte. Trois déflecteurs d'air pour dévier les gaz chauds expulsés par les moteurs des avions, pour protéger le personnel sur le pont et pour ne pas endommager les autres aéronefs. Même s'il transporte moins d'aéronefs que les Américains, ce porte-avions détient la plus grande capacité d'armement mondiale. Il possède des missiles surface-air, des torpilles sur moteur de missiles, des canons antiaériens et des missiles de croisière. Autre particularité unique, au milieu des 2 pistes de décollage se trouvent 12 silos verticaux équipés de lanceurs de missiles tactiques d'une portée de plus de 400 km avec de grandes trappes rabattables dissimulées sous le pont d'envol. Mais l'un des porte-avions les plus modernes est l'United States Ship Gerald Ford avec un déplacement de 100 000 tonnes et une longueur de 337 mètres d'endurance.
Il coûte environ 14 milliards de dollars, contrairement à la classe Nimitz qu'il remplace, qui coûtait entre 6 et 8 milliards de dollars. Il peut embarquer plus de 75 avions et requiert environ 1000 personnes de moins que la classe Nimitz, pour un total d'environ 4500 membres d'équipage. Cela représenterait une économie à long terme, car ces porte-avions sont conçus pour durer plus de 50 ans. J'espère que cela vous a plu. Je suis Marcos. À la prochaine édition de Monde de l'Aviation.